Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci Manuel Valls d'être là. Écoutez ce que dit ce soir Donald Trump. Il y a un certain ton, un ton très allant et très guerrier, puisqu'il dit « L'heure est venue de la vengeance. J'étais chassé, maintenant c'est moi qui suis le chasseur. » Hier, le chef de l'unité qui a tenté d'assassiner le président Trump a été traqué et tué. L'Iran a tenté de tuer le président Trump, mais c'est le président Trump qui a eu le dernier mot. J'ai été chassé et maintenant je suis le chasseur. Voilà ces images du président Trump. Nous recevons aussi de nouvelles images du Lincoln et du Ford. Est-ce que c'est ou non notre guerre, Manuel Valls? Il y avait le débat hier sur ce plateau entre un général qui disait « ça n'est pas notre guerre ». Et Isaac Barchicha, le représentant des Trumpistes, disant « oui, c'est la guerre contre le terrorisme qui nous concerne tous ». Je le dis depuis longtemps, je l'ai dit d'ailleurs sur ce plateau il y a une semaine. C'est forcément notre guerre, directement ou indirectement. L'Iran alimente le terrorisme islamiste depuis plusieurs décennies, a commis, vous l'avez souvent commenté, des attentats sur notre sol, contre nos intérêts, au Liban contre nos soldats. Dans une alliance que Gilles Kepel explique très bien avec Al-Qaïda, puisque l'ayatollah, qui était le guide suprême, avait traduit les textes de l'un des fondateurs des frères musulmans. Ils ont été très proches d'Al-Qaïda, pas de l'État islamique. Donc oui, d'abord, ils ont alimenté l'islamisme. C'est pour ça que la chute du régime des Mollahs, au-delà de toutes les réflexions, analyses et doutes que vous exprimez, et de mon point de vue, pourrait être un événement tout à fait historique. Je me méfie des comparaisons, enfin, d'une dimension évidemment tout à fait essentielle. Et puis, il menace la stabilité de la région à travers ses proxys, le Hamas, les Houthis et surtout le Hezbollah. Qui agit au Liban, sur lequel nous avons évidemment des moyens aussi d'intervenir, en tout cas sur le plan politique, en soutien aux autorités libanaises. L'Iran représente un danger vital pour Israël, mais représente aussi un danger évidemment pour la région, et puis menace la stabilité d'une manière ou d'une autre mondiale. Je rappelle par ailleurs que l'Iran soutient la Russie de Poutine en lui fournissant drones et moyens dans son intervention contre l'Ukraine. Donc d'une manière ou d'une autre, c'est forcément notre guerre. C'est pour ça que je crois qu'il faut soutenir cette intervention israélo-américaine. Et vous dites bien israélo-américaine, puisqu'effectivement c'est le cas. Et ce soir, ce qui marque la soirée, c'est sans doute l'engagement encore plus grand des Israéliens, et notamment des Israéliens à Beyrouth et au Liban. Écoutez Israël disant qu'ils entrent dans une phase 2 de la guerre. À présent, nous passons à l'étape suivante des opérations, en sapant davantage les fondements du régime et ses capacités militaires. Nous avons prévu des étapes surprenantes dont je ne vous révélerai pas les détails ici. Voilà. C'est la première fois qu'il y a une intervention. Les États-Unis ont souvent soutenu Israël, mais c'est la première fois qu'il y a une intervention israélienne aux côtés d'une autre armée, avec, évidemment, ce n'est pas n'importe quelle armée, et dans une coopération de renseignement militaire, technologique, sans précédent. Il y a une volonté très forte, évidemment, des Israéliens de mettre fin à ce danger vital, existentiel, comme on dit, que représente l'Iran. Soulignons ça, hein, ils travaillent ensemble. Les bombardements dans Téhéran que nous voyons ce soir, ils sont menés, général, ensemble. Les Israéliens et les Américains, même d'un point de vue opérationnel, les avions se complètent, ils se ravitaillent parfois les uns les autres. Oui, il y a une fusion totale. Comme disent les Israéliens, c'est la première fois qu'on fait la guerre en anglais. Voilà. Bon, et il y a une répartition des objectifs, etc., etc. Bon, c'est clair. Techniquement parlant, c'est très abouti. C'est juste que c'est une guerre sans stratégie. Mais sinon, à ce détail près, tout va bien. Sans stratégie, on verra bien. Moi, je comprends les doutes, les interrogations qui existent. La stratégie, c'est de faire baisser, voire d'éliminer, ce que je crois, le danger que représente ce régime. Qui, pareil, il faut toujours se rappeler que c'est un régime apocalyptique. Je veux dire, ils ont une certaine vision de la société. Je parle des islamistes, je parle d'une partie du clergé chiite, des mollahs. C'est pour ça qu'ils cherchent aussi à incendier la région pour mettre à mal l'économie mondiale et pour créer les conditions de cette déstabilisation. Vous semblez dire que tout est bon, au fond. Tout ce qui va diminuer le pouvoir
pouvoir des mollahs, de toute façon, c'est bien. Je parle ici devant un militaire. La guerre, évidemment, quelque chose d'une très grande complexité et qui est terrible. Mais nous sommes aussi dans un monde brutal, dans un monde où il y a des rapports de force. Et ce régime qui vient de massacrer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, on ne connaît pas les chiffres de sa population au mois de janvier, je ne crois pas, je n'ai jamais cru, moi, à sa volonté, en tout cas ces dernières années, de négocier, sinon de gagner du temps pour son propre programme nucléaire, pour son programme de missiles balistiques et pour continuer la déstabilisation. J'étais en Israël il y a quelques semaines, à la frontière nord. L'armée israélienne m'expliquait que le Hezbollah s'est réarmé ces derniers temps. Avec, évidemment, ils ont été très déstabilisés, ils n'ont plus leur chef Nasrallah, ils n'ont plus tout à fait les moyens, mais ils se sont réarmés, ils déstabilisent le Liban, ils continuent à avoir des stratégies, y compris de construction de tunnels, d'ailleurs comme le Hamas à Gaza. Donc, ici, il y a une stratégie. En tout cas, il y a un objectif. Et d'une certaine manière, moi je comprends, nous sommes qu'au 6e jour de guerre. Ce n'est pas un jeu vidéo. Que peuvent faire exactement les Israéliens? On verra bien quels sont ces objectifs. Quand les Israéliens disent il y aura des surprises, il y en a eu des surprises. Ils ont notamment tué Khamenei. Ils ont joué un rôle essentiel pour tuer Khamenei. Et on verra plus tard qu'on a d'autres précisions sur la duperie qu'ils ont réussi à organiser autour des Iraniens. Quelles peuvent être les autres surprises? Ils ont réussi à tuer beaucoup de membres du Hezbollah au Liban. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire davantage encore? Cette fois, on parle de l'Iran. Je ne connais pas assez la société iranienne pour voir ce à quoi pensent les Israéliens. Donc, les Israéliens ont beaucoup de subtilités tactiques, ça, il n'y a pas de débat. Donc, eux, je les crois. Les Américains, ils ne sont pas dans la subtilité, là. Et le problème de fond, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie. À l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi ils font la guerre. Si Trump avait eu, comme il y a eu pour la guerre de libération du Koweït, comme il y a eu même pour le Kosovo, on peut être d'accord avec ce qui s'est passé ou pas, en tout cas, c'était clair. Pardon. Bah vous êtes sévère. Ils bombardent des commissariats de police où se trouvent les responsables des massacres. Oui. Pas dire que donc, si ça se trouve, ça accélérera la chute du régime. C'est ça l'objectif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ça l'objectif, c'est ça la stratégie. Alors, c'est pas ce que Trump a dit. Oui, mais il a dit, reconnaissons qu'il a dit beaucoup de choses et parfois des choses contradictoires, voilà. Bien sûr. Et ça fait peut-être partie de l'enfumage général, mais que l'objectif est à peu près clair. Je l'espère, on verra à l'arrivée. Question, regardez, Christophe, puisque le but de l'émission c'est aussi de répondre au fur et à mesure des questions que vous voulez bien poser. Christophe de Toulouse, y a-t-il un risque que les Américains s'arrêtent un moment pour laisser Israël se débrouiller seul? Oui, ce risque existe d'une certaine manière, nous l'avons vu au mois de janvier, quand le président Trump... D'abord, il n'était sans doute pas préparé, mais a dit sortez aux Iraniens, sortez dans la rue, il n'y a pas eu d'intervention, alors que les Iraniens attendent toujours, et applaudissent dans des conditions évidemment très difficiles, le feu qui vient du ciel, pas le feu divin, mais celui qui peut les libérer. Là, ça arrive, on peut oui, dire mais il y a toujours un risque pour des raisons de politique interne. On connaît aussi les sondages aux États-Unis, les critiques au sein de la base MAGA, les débats qu'il doit y avoir. Je sens quand même, mais je suis très prudent, je ne suis pas un spécialiste de Trump, je vois le jeu qui a été celui sur l'Ukraine, mais je sens que là qu'il y a quand même quelque chose qui consiste à, en tout cas, poursuivre cette campagne de bombardement, mais dont l'objectif stratégique, en tout cas l'objectif politique et militaire, c'est la destruction de l'appareil répressif iranien. Et à partir de là, je lisais une interview, elle est intéressante ce soir dans le Figaro, de Reza Pahlavi, le fils du Shah, qui d'ailleurs, par rapport à la conversation que vous avez eue tout à l'heure, s'oppose évidemment à toute idée qu'on utilise les Kurdes dans cette opération. Je crois que vous aviez tout à fait raison de souligner que ça serait extrêmement dangereux, qu'il ne souhaite pas non plus une intervention terrestre, et qui dit très clairement, et c'est le sens de la campagne de bombardement. On sait tous que ces campagnes de bombardement, vous le savez mieux que quiconque, sont extrêmement difficiles, mais là, on voit bien qu'il s'agit de pousser au maximum pour non seulement affaiblir, mais détruire le régime répressif et peut-être donner, moi je l'espère, la possibilité au peuple iranien, avec en plus des défections dans l'appareil répressif et militaire iranien. Nous commentons, mais ça va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et moi je crois que là il y a quand même une stratégie, un objectif que je soutiens et que j'aimerais que mon pays soutienne davantage. Beaucoup d'informations se bousculent. D'abord, le porte-avions Charles de Gaulle sera samedi à son point d'origine en Méditerranée. On y reviendra dans quelques instants. Notre sondage exclusif IFOP pour LCI
rebondis précisément sur ce que vous dites, Monsieur le Premier ministre. Question, le régime iranien des mollahs vous inquiète-t-il? Là, c'est très net. Oui à 85%, non à 15%. Crainte de l'extension du conflit. Nous y sommes et cette crainte est bien visible. En Europe, oui à 60%. Et regarde LCI tous les soirs. C'est très bien. Vous aussi. Bien sûr. Et dans le monde entier, 54%. Et c'est la question que vous souleviez, et là ils ne sont pas d'accord avec vous, en tout cas je le crois. La France doit-elle s'engager dans ce conflit en frappant l'Iran? Non à 82%, oui à 18%. Oui, mais la France s'engage d'une manière ou d'une autre. Pas de manière offensive. Non, mais déjà de manière défensive. Et si demain il fallait faire jouer nos accords, notamment avec les Émirats, mais c'est vrai avec les Jordaniens, nous y avons participé de manière défensive d'ailleurs dans les dernières opérations, quand les Iraniens avaient attaqué Israël et survolé aussi la Jordanie, là où nous avons, ou les Émirats, là où nous avons des bases. Bon, donc, mais moi je comprends toutes les craintes que peuvent avoir nos compatriotes. Mais je pense qu'on est dans ces moments clés. Au-delà des sondages, moi je ne me base pas sur les sondages parce que j'anticipe les positions de mes compatriotes, mais on est dans un de ces moments où il faut comprendre les basculements que la région connaît, accord d'Abraham, 7 octobre, je pense que beaucoup de gens n'ont pas compris ce qui s'est passé le 7 octobre, ce que cela a voulu dire pour les Israéliens. Le 7 octobre a tout changé. Les Israéliens, depuis lors, sont dans une politique extrêmement conquérante. Ceux qui les critiquent disent trop conquérante. Non, ils disent tout simplement ça n'arrivera plus jamais. Trop de victimes civiles. Regardez, offensive au sud à Gaza avec évidemment des pertes civiles extrêmement importantes. Offensive contre les Houthis, offensive contre le Hezbollah, offensive contre l'Iran maintenant. Évidemment, ils sont en train de bombarder ce soir même et la suite est en train de s'écrire. C'est l'axe chiite. Regardez, c'est l'axe chiite dont le but était la destruction d'Israël avec l'Iran. L'arme nucléaire éventuellement, et ses proxys. Et avec une offensive d'ailleurs simultanée qui n'a pas eu lieu, c'est d'ailleurs la grande surprise du 7 octobre, mais dans laquelle il y avait le Hamas et le Hezbollah. Et d'ailleurs, ce que souvent les autorités françaises n'ont pas compris, c'est que le 7 octobre provoque quelque chose. Alors c'est plus complexe que cela, mais l'affaiblissement, et je l'espère durable, et ça va continuer, du Hezbollah, la chute par un ricochet du régime de Bachar, même s'il n'a pas encore maîtrisé toutes les conséquences du point de vue de l'islamisme, mais évidemment l'affaiblissement du régime iranien qui était beaucoup porté par le Hezbollah. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On va y revenir. Je le crois, c'est une bonne chose. Regardez les images de Beyrouth ce soir. Les Israéliens sont dans une opération extrêmement offensive. On passe par vous, Gwendoline de Bono. Vous êtes en Israël. Qu'est-ce qu'on sait de leur volonté de liquider cette fois-ci, puisque c'est bien ça, hein, de liquider réellement ce qui reste du Hezbollah, si c'est possible, à Beyrouth? Alors écoutez, on s'est entretenu avec des responsables sécuritaires israéliens et sur ce point ils sont très clairs. Hein. L'objectif c'est le désarmement complet du Hezbollah. Il n'est pas question d'aider qui que ce soit, de modeler, hein, comme on l'entend pour l'Iran, de modeler l'environnement, de créer les conditions pour que quelqu'un se charge de désarmer le Hezbollah. Il est question qu'Israël désarme le Hezbollah à la fin de cette campagne. Ce que m'a dit un responsable sécuritaire, c'est qu'à la fin, eh bien, le Hezbollah ne devait plus disposer ni d'un commandement structuré, ni d'armement. Donc les objectifs israéliens, ils sont très clairs et ils ne sont pas du tout minimalistes. En ce qui concerne l'Iran, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, hein, le chef d'état-major de l'armée israélienne affirme que cela va continuer. Il a donné des chiffres aussi qui sont assez intéressants. À 80% de la défense aérienne neutralisée, 60% des lanceurs de missiles. Et ce que nous a dit une source sécuritaire, c'est que la campagne, eh bien, elle se poursuivait à un rythme industriel, je cite, et un autre officier de haut niveau nous disait qu'elle allait se poursuivre jusqu'à ce que, à minima, eh bien, le régime iranien soit un régime à l'agonie, avec des durs, des pragmatiques, peu importe, mais des capacités militaires inexistantes. Donc ça, c'est l'objectif qui n'est pas tout à fait l'objectif qu'on entendait beaucoup plus en Israël en début de cette campagne, qui est le changement de régime iranien. Merci Gwendoline. On reviendra en Iran, mais si on reste quelques instants sur les images tellement impressionnantes de Beyrouth, c'est là où les choses se passent. Hein. 700 000 Libanais sont appelés à évacuer le sud du pays. Ils n'ont pas d'autre choix que de respecter l'ordre lancé par Israël. L'armée israélienne progresse au sol dans toute la zone. Elle continue les bombardements. Les familles à pied ou en voiture doivent fuir les combats. À Saïda, la troisième plus grande ville du pays, 600 déplacés se réfugient dans une école. Dans les villes, les capacités d'accueil sont saturées. Les réfugiés s'installent là où ils le peuvent. Général Yakovlev, ce qu'ils appellent
pudiquement désarmer. En fait, c'est tuer. On comprend bien qu'on c'est pas la guerre en dentelle. On va pas dire aux gens du Hezbollah, cher ami, voulez-vous bien déposer votre arme. En réalité, ils ont déjà tué, mutilé avec les beepers 1500 officiers. Ça va continuer. Oui, et je ne sais pas où ça va les amener. La notion de on va éradiquer, non. Non, c'est jamais arrivé, ils y sont jamais arrivés. Je crois que c'est la 5e ou la 6e fois qu'ils s'y mettent. Tout ce que ça fait, c'est plus de destruction sur le Liban. Ça fait d'ailleurs plein de gens qui, du coup, sont d'accord avec le Hezbollah parce qu'ils s'estiment des victimes. Et donc le Hezbollah, il recrute il recrute des gens. Laissez répondre là-dessus, si vous voulez, Manuel Valls. Quand on dit c'est une machine à faire des vocations terroristes, que fait le Israël là, au fond, ça crée encore plus de haine. Je crois pas au Liban. Je crois pas des contacts que j'ai, des discussions que j'ai eues avec nos amis libanais, évidemment, qui souffrent depuis des années, des guerres avec Israël, de l'emprise de l'OLP, du rôle du Hezbollah. Avec un problème, c'est que le Hezbollah est présent partout. Avant, il était présent uniquement au sud, où d'ailleurs il a un réseau de tunnels tout à fait incroyable, beaucoup plus efficace d'ailleurs encore que celui du Hamas, mais il est présent évidemment dans la banlieue de Beyrouth, dans les quartiers chiites, et il est aussi présent au nord, où il a une grande partie de ses bases, même si elles ont été touchées ces derniers mois. Mais les Libanais n'en peuvent plus. Et ce qui est attendu d'ailleurs, c'est que la France, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie jouent depuis plusieurs mois, mais de manière beaucoup plus intense, leur rôle pour permettre et le désarmement du Hezbollah et le renforcement des forces armées libanaises. Mais moi, je crois que la population libanaise Manuel Valls, 700 000 Libanais appelés à évacuer le sud du pays. C'est quand même une politique très offensive, une politique de force. Tout à l'heure, le général ici présent disait, je le cite, c'est débile. C'est le mot que vous utilisiez. Oui, qu'est-ce que vous entendez par là? Non, parce qu'est-ce qui est débile? C'est complètement trop, c'est disproportionné. Et ils ne vont pas éradiquer le Hezbollah. J'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. Moi, je suis rien là-dedans. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est... Non, mais regardez Manuel Valls, c'est pas moi qui... c'est Manuel Valls qui est en face de vous. Je pense qu'ils y arriveront pas. Tout ce qu'ils vont faire, c'est foutre un bordel encore pire que ce que c'était avant. Et je suis d'accord que pour la plupart, les Libanais sont des victimes et ça va continuer. Mais il y avait ça en Afghanistan, ce que le général McChrystal, à l'époque, qui n'est pas un humaniste reconnu, qui parlait de l'arithmétique du terrorisme. Il disait quand vous tuez un terroriste, il y en a 10 qui viennent après. Il n'y a pas de lutte mécanique contre le terrorisme. Oui, mais dans un Liban qui est, nous le savons, morcelé, divisé, y compris entre religions, entre sunnites, chrétiens, bien évidemment, et les chiites du Hezbollah, les chiites étant d'ailleurs aussi représentés par différents partis. Je ne pense pas qu'on puisse dire, en général, que ce soit débile. Je pense que je comprends les interrogations. Moi, je suis un responsable public français. Je pense que nous avons deux grandes lignes de front. Nous, Français, l'Ukraine, bien évidemment, où les Ukrainiens défendent nos libertés et défendent la démocratie d'une manière extrêmement valeureuse et d'une certaine manière meurent pour nous et pour l'idée qu'on se fait de l'Europe. Et l'autre ligne de front, c'est celle de l'islamisme. Et elle se joue en Europe, mais elle se joue aussi évidemment beaucoup au Proche et au Moyen-Orient. Beaucoup. Et là, les Israéliens sont en train de faire un travail. Et on ne peut pas demander aux Israéliens qui sont entourés. Naftali Bennett, qui est un des responsables de l'opposition à Benjamin Netanyahou, qui a été Premier ministre, me disait, vous comprenez, nous, on est la Silicon Valley, on a la Startup Nation, parler d'Israël, qui vivons au milieu de l'Afghanistan, c'est-à-dire avec des gens qui veulent nous égorger. Donc il faut comprendre, notamment depuis le 7 octobre, que les Israéliens, avec le soutien des Américains, et quand même avec aussi notre soutien en tout cas sur l'objectif qu'on ne peut pas détruire Israël, ont décidé cette fois-ci plus que jamais d'en finir avec cela. Alors ils savent parfaitement, eux, que l'islamisme, l'islam politique, continue à se reproduire pour 1000 raisons. Mais là, ils ne peuvent pas accepter qu'au sud ou au nord, ou à l'est, ils aient cette concentration de danger. Donc, en effet, comme le Hezbollah était en train de se reconstituer, car c'est ça aussi le grand problème, il faut créer les conditions d'un affaiblissement profond, durable, qui permettent aux Libanais, parce que je crois que c'est ça l'autre objectif, de retrouver véritablement ce qu'ils n'ont plus, leur indépendance et leur liberté. C'est difficile. Mais général, vous le savez mieux que moi, la guerre, c'est difficile. Et nous, on la commente ici, mais les Israéliens, eux, sont en première ligne. Dans donc, quelle il faut mesure le rappeler. Les Israéliens, la faiblesse du Liban, elle, est un problème majeur pour les Israéliens. Dans quelle mesure, alors c'est un débat d'historien, si j'ose dire, mais dans quelle mesure la faiblesse du Liban, le raisonnement est dans l'autre sens. Je veux dire, si le Liban avait été un État fort,
tout comme la France est un État fort et on ne laisserait pas le Hezbollah se développer chez nous. Si le Liban avait été un État fort, peut-être que le Hezbollah, et avant eux l'OLP, enfin il y a eu Septembre Noir, etc., n'aurait pas pris en main le régime. Mais le Hezbollah La faiblesse du Liban, c'est aussi un résultat de l'action d'Israël. Oui, et d'abord, pardon général, de l'action d'un Iran à qui on a laissé les coups des franches, d'un régime syrien qui a pris la main un moment sur le Liban, et paradoxalement, ensuite, c'est le Hezbollah qui a pris la main sur la Syrie et qui a soutenu à bout de bras le régime de Bachar. Et ce sont d'ailleurs les militaires, les terroristes ou les militaires du Hezbollah qui ont soutenu ce régime, qui se sont fait trouer la peau pour l'Iran. Mais l'axe chiite tel qu'on l'a pu le voir, y compris avec les milices chiites irakiennes que je ne veux pas oublier, a été constitué par l'Iran. Les responsabilités dans la région, elles sont évidemment multiples. Mais alors, pardon, mais est-ce que vous espérez... la responsabilité, le Hezbollah, c'est une structure, c'est pas uniquement un proxy, une émanation uniquement de l'Iran. C'était une structure qui jouait un rôle. Nasrallah jouait un rôle extrêmement important au sein du pouvoir chiite. Donc faire porter la responsabilité sur Israël, ça me paraît... Est-ce que vous espérez aujourd'hui un nouveau Proche-Orient? Pour résumer votre discussion, est-ce que vous espérez que si le verrou iranien tombe, Trump réussit son coup? C'est-à-dire qu'au fond, il n'y ait plus au Proche-Orient que des régimes autoritaires, mais disons moins terroristes ou pas terroristes du tout, avec lesquels on peut s'entendre, vendre des armes. Je ne définis pas le monde entre... Tous qui aient des bons rapports avec Israël. Je ne définis pas le monde entre les bons et les gentils. Quand il y a la guerre, on sait bien. Mais nous avons sous-estimé la puissance des accords d'Abraham, qui ont d'ailleurs été en partie interrompus. C'était ça la volonté du Hamas et des Iraniens le 7 octobre. Et il y a en effet la possibilité, mais je suis extrêmement prudent, parce que je ne suis pas naïf, d'un axe puissant entre les pays arabes sunnites, et notamment les pays du Golfe, et plus particulièrement les Émiratis, et Israël, qui a déjà fait la paix avec la Jordanie et l'Égypte. Il y a les accords d'Abraham. Est-ce qu'ils vont aller plus loin avec l'Arabie Saoudite? On verra bien. Et là, le fait que le régime islamiste, le régime des mollahs tombe, et on verra dans quelles conditions, je reste prudent, ça représente pour Israël, pour la région et pour nous, en effet, un changement. Je ne sais pas s'il est de l'ampleur de 1989, c'est la chute du mur de Berlin, mais c'est un changement très profond et qui, pour nous, est aussi essentiel. Je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent, ce soir Israël, qui joue un rôle central dans les bombardements à Téhéran, dit que c'est une phase 2 qui commence. Un autre signal peut-être, c'est ce que dit à ce sujet Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre américain, parlant de l'ampleur des destructions qu'ils veulent maintenant opérer. Votre copain. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters. Des B-2, des B-52, des B-1, des drones Predator, des chasseurs contrôlent les airs, sélectionnent leurs cibles pour semer mort et destruction toute la journée. Nous jouons pour gagner. Le président et moi-même avons donné à nos soldats tous les pouvoirs. Nos règles d'engagement sont audacieuses, précises et conçues pour libérer la puissance américaine et non pour la brider. Ce n'est pas un combat équitable. Nous les frappons alors qu'ils sont à terre, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, un mot de commentaire sur la manière, c'est une façon de faire la guerre avec un certain ton. Quand il dit « nous les frappons alors qu'ils sont à terre », et c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi je trouve que ça c'est le ton américain, et on a eu toutes les panoplies depuis des années, mais pour une administration qu'on soupçonnait, et eux-mêmes le disaient, de ne pas vouloir faire la guerre, voire de se retirer de toute intervention. Du coup, j'imagine les débats au sein des Républicains et même de la population américaine, les questions qui se posent vis-à-vis de Donald Trump, nous en sommes loin. Qu'est-ce que vous répondez, Manuel Valls, à ceux qui disent, au fond, les interventionnistes se sont presque toujours trompés? Irak, Libye... et peut-être aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, le risque de l'enlisement, le risque du désastre général. Le risque de l'enlisement, le risque des ricochets. Mais la question que je pose, mais qu'est-ce qu'on fait alors en l'espèce? Parce que je pense, il y a parfois des lignes forces, il y a eu des interventions extérieures qui parfois ont été utiles. Enfin, nous sommes intervenus au Kosovo, nous avons bombardé Belgrade. Dans d'autres circonstances que je ne compare pas, le président Hollande, j'étais son Premier ministre, a donné l'ordre de bombarder l'État islamique à Mossoul et à Raqqa, avec des victimes civiles à chaque fois. Je veux le rappeler. Question complémentaire, regardez, c'est Julien de Meaux qui nous écrit, toujours les questions qui sont les bienvenues. Que dit le droit international quant à l'attaque menée par Israël et les États-Unis? Est-ce qu'on est en dehors du droit international? Est-ce que c'est illégal?
Je ne crois pas, mais je comprends tout à fait cette question. Mais le droit international, est-ce qu'il a permis de régler les problèmes de l'Iran depuis ces dernières décennies? Il y a eu l'accord de 2016. Et le gouvernement français, président Hollande, Laurent Fabius a joué un rôle tout à fait important. Sans doute, on a laissé de côté la question des missiles. On a subi une pression, la France a résisté. D'ailleurs, je veux toujours le rappeler, de Obama, qui voulait cet accord. Il a créé une forme d'espoir. Les Iraniens ont porté leurs responsabilités parce que derrière, il y avait un double jeu. Ils continuaient à alimenter les possibilités de construire leurs forces nucléaires. Et le président Trump, ça a peut-être été une erreur. Moi, je ne sais pas. En tout cas, il y a mis fin. Mais en tout état de cause, cette intervention, moi, elle me paraît utile. Elle me paraît juste. Et on verra au fur et à mesure des objectifs. Mais je pense qu'on est dans un monde où enfin, je parle à un militaire, je parle vraiment avec beaucoup de respect de ces choses-là. Mais on est dans un monde où la guerre est là. Elle est revenue sur le sol européen. C'est la fameuse part tragique, quand on veut se faire un peu intelligent, de l'histoire. Elle est présente sur notre sol à travers le terrorisme, alimenté encore une fois par l'Iran et pas seulement. Et elle est évidemment présente toujours au Proche-Orient. Moi, chaque fois que je suis allé au Proche-Moyen-Orient, au Liban, en Israël, dans les Émirats, en Jordanie ou en Égypte, ils vivent avec cela, contrairement à nous. Ils vivent avec cette tension, ils vivent avec ces dangers, ils vivent avec ces risques vitaux et stratégiques. Donc, pour être très clair, toutes les images qu'on voit, je crois qu'on est dans un moment où un pays comme la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui a la force nucléaire, et Emmanuel Macron a tenu un discours, je crois, de haute qualité il y a quelques jours sur ce sujet-là, doit assumer pleinement ses responsabilités. Et l'invocation du droit international, aujourd'hui, je pense qu'elle a totalement séduit. Il faut revoir totalement l'ordre international et le rôle même des Nations Unies. Soyez encore plus direct. Soyez encore plus direct, parce que Dieu sait si en France c'est difficile à dire. Est-ce que d'une certaine manière vous remerciez Trump s'il arrive à faire tomber Khamenei? Oui, mais ça, mais s'il arrive à faire tomber ce régime. Si la dépêche, enfin je caricature, c'est Valls dit merci à Trump, ça n'a aucun sentiment. Mais moi je crois que dans ce moment-là, oui, les Américains et les Israéliens sont dans une intervention qui me paraît stratégiquement juste et qui, d'une manière ou d'une autre, correspond à nos propres intérêts stratégiques. C'est ce que je pense déjà depuis longtemps.